Il est 13 heures. Bonjour à tous. Merci de votre attention. Tout de suite, les titres de votre journal du dimanche. Le secteur agricole est en pleine transformation grâce aux nombreuses réformes mises en place par le gouvernement. La filière riz, spécialement, bénéficie d'une attention particulière de la part du chef de l'État, Faure Eswazimna Gnassingbé. Depuis juillet dernier, un projet novateur nommé RICOWAX a été lancé pour stimuler davantage cette filière et accroître les revenus des producteurs. On en parle en tout début de ce journal. Hier, les filles et fils de la préfecture de Zuan ont célébré la 52e édition de leur fête traditionnelle, Aïzan, la fête du haricot. Cette célébration a permis de rappeler l'origine de cette fête, tout ceci en présence du Premier ministre, représentant du chef de l'État, accompagné du président de l'Assemblée nationale. Et puis la communauté musulmane Thème et le Conseil chrétien du Togo ont organisé respectivement des séances de prière pour le Togo. Tous deux ont adressé des prières pour le maintien de la paix et de la stabilité au Togo, aux dirigeants et à tout le peuple togolais. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonjour à tous. Vous suivez le journal du dimanche. Nous ouvrons ce journal avec cette information à l'invitation de la présidence rwandaise. Le président de la République, Faure Eswazimna Gnassingbé, est arrivé à Kigali où il prend part ce dimanche 11 août 2024 à la cérémonie d'investiture du président Paul Kagame. Une vingtaine de chefs d'État du continent sont également annoncés dans la capitale rwandaise à cette occasion. À l'annonce des résultats de l'élection présidentielle du 22 juillet dernier au Rwanda, le président Faure Eswazimna Gnassingbé avait adressé des félicitations à son homologue, déclarant notamment: votre brillante réélection traduit la confiance renouvelée de vos citoyens en votre leadership et en votre vision pour l'avenir de votre pays. Je forme le vœu que cette nouvelle mandature soit celle du renforcement continu des relations de coopération entre nos pays et de fraternité entre nos peuples. Le Togo et le Rwanda tiennent des consultations régulières sur plusieurs sujets d'intérêt mutuel au plan bilatéral et multilatéral, en particulier en matière de paix et de sécurité et de facilitation des échanges intra-africains dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine. Ces dernières années, la filière riz a bénéficié d'une attention soutenue de la part du président de la République, Faure Eswazimna Gnassingbé. Dans cette optique, un projet novateur baptisé RICOWAX a été lancé en juillet dernier dans le but de dynamiser davantage cette filière et d'augmenter les revenus des producteurs. Carmen Madjakapo. La production rizicole a connu une évolution positive ces dernières années au Togo. 3,8% entre 2021 et 2022. L'ambition du pays est d'accroître la production de riz en la faisant passer de 145 989 tonnes en 2019 à 1 115 087 tonnes à l'horizon 2030 en vue d'assurer la sécurité alimentaire. Pour y arriver, le gouvernement, sous l'impulsion du président de la République, Faure Eswazimna Gnassingbé, compte investir 987 milliards de francs CFA dans le développement de la filière. Tout est donc mis en œuvre pour améliorer la productivité et la qualité du riz sur toute la chaîne de valeur, de réorganiser la structuration de la filière et de renforcer la gouvernance de la filière. Une attention toute particulière est portée aux producteurs de riz. L'appui du gouvernement à leur égard se manifeste par la fourniture de semences certifiées, d'intrants de qualité, d'équipements modernes et de formations techniques adaptées. Grâce à ces différentes aides, les rendements s'améliorent et les capacités des riziculteurs à faire face aux exigences du marché se renforcent. Ils ont dorénavant accès au crédit financier comme le produit accès des agriculteurs aux services financiers AgriSafe. AgriSafe est un crédit octroyé par le Fonds national de la finance inclusive FNFI aux producteurs. Spécialisé en 2 cycles, le montant maximum du premier cycle est de 100 000 francs CFA et celui du deuxième cycle
est de 120 000 francs CFA. De 2014 à juillet 2023, Agricef a permis d'accorder un montant total de 34 milliards 47 millions de francs CFA de crédit aux personnes éligibles. De nouveaux projets tels que le projet RICOAS voient le jour pour maximiser le rendement. Il rejoint la liste des autres mécanismes mis en œuvre sur le territoire et qui sont destinés à développer l'irrigation, à créer un environnement propice à une agriculture plus productive et durable, à augmenter la production de riz, à garantir la sécurité alimentaire, à stimuler le développement économique des communautés rurales. Le RICOAS est un projet sous-régional mis en œuvre dans 13 pays de la sous-région, dont le Togo. Il est financé par la CEDEAO et exécuté par l'Institut de conseil et d'appui technique ICAT depuis juillet 2024. Le projet intègre des techniques agricoles et écologiques avancées et durables. Le RICOAS va durer 4 ans. Il est financé à plus de 200 000 $ américains dans chaque pays bénéficiaire et entend favoriser les méthodes de culture comme le système riziculture intense, la gestion durable des sols, l'utilisation optimale de l'eau, l'adoption de fertilisants biologiques. Le riz se produit bien au Togo. Grâce au programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l'Ouest lancé en juin 2022, la production s'accroît. Dans le Tone, par exemple, la production annuelle de riz paddy est passée de 800 tonnes à 2000 tonnes. Il a fait augmenter le nombre de producteurs de 1700 à 16 800 sur la même période. Nous restons dans le domaine alimentaire pour évoquer Aïzan, la fête du haricot. Cette célébration qui en est à sa 52e édition a atteint son apogée hier samedi sur la magnifique pelouse du stade Dr Kaolo situé dans la ville de Thiévié. Ce lieu, transformé pour l'occasion en un véritable théâtre de répliques historiques, a permis de rappeler à travers des discours et des mises en scène de parcours des ancêtres des filles et fils du Zio ainsi que l'origine de la fête Aïzan. L'éclat de cet événement a été amplifié par la présence du Premier ministre Victoire Tomega-Dogbé, représentant du chef de l'État, accompagné du président de l'Assemblée nationale, Séventepe Kodjo Adedje. Ulrich Amega. L'identité culturelle du Zio, le parcours des ancêtres de ses filles et fils et l'origine de la fête Aïzan, retracée à travers des mises en scène. Une atmosphère envoûtante qui met en lumière l'adhésion des peuples de ce milieu à la politique de valorisation et de promotion des richesses culturelles du président de la République, Faure Sozmnanya Singbe. La priorité accordée à la culture est ici matérialisée par la présence du Premier ministre Victoire Tomega-Dogbé, représentant le chef de l'État. À ses côtés, le président de l'Assemblée nationale, Kodjo Séventepe Adedje, lui-même natif de cette terre. Plus qu'une fête, Aïzan vient renforcer les liens socio-économiques et culturels à travers les moments de retrouvailles entre les filles et fils de la même case, notre case commune, la préfecture de Zio. C'est aussi un ressourcement à nos us et coutumes et un appel aux membres de nos ancêtres afin qu'ils puissent continuer à veiller sur la vie, les cultures et les richesses de notre maison, le Zio. Au-delà de sa dimension culturelle et historique, Aïza est célébrée comme un rituel sanctionnant une saison de labeur agricole, une fête des moissons. Une occasion de faire le bilan du travail accompli durant l'année en traçant dans la foulée des perspectives pour le futur de la société. Cette 52e édition se veut celle d'un engagement individuel et collectif au service de la paix et du développement, principe au cœur de la politique gouvernementale. Le peuple élevé de Zio l'a si bien compris en s'inscrivant entièrement dans la culture de paix et de cohésion sociale avec le thème de la présente édition intitulée « Engagement individuel et collectif au service de la paix et du développement ». Ce thème est riche à plus d'un titre
car il vous invite, filles et fils du ZIO, à œuvrer inlassablement pour le maintien d'une paix durable et d'une cohésion sociale sans faille dans votre préfecture en particulier et au Togo en général. Ce terme réaffirme la pleine adhésion des natifs de la préfecture de Zio aux idéaux de paix et à leur engagement sans réserve pour le développement durable du Togo en partant de leur préfecture. Sous le leadership du chef de l'État, le gouvernement a mis en œuvre toutes les actions pour notre croissance économique durable et inclusive. Ces avancées s'opèrent depuis la base, à travers l'exécution de la vision du chef de l'État contenue dans la feuille de route gouvernementale avec des réalisations tangibles. Aïza ou encore Fête du haricot, ce acte 52 encourage les meilleurs qui se sont illustrés dans divers domaines dans la préfecture du Zio à travers divers prix. Une célébration de l'excellence pour susciter l'émulation. Occasion saisie par le président de l'Assemblée nationale, Kodjo Sevon Tepe Adedje, pour appeler les populations à s'unir autour du président de la République afin de poursuivre les grands chantiers de développement du pays. Vous l'avez constaté, c'est dans une ambiance festive que les filles et fils ont célébré à Izan la fête du haricot. Mais d'où vient cette fête et quelle est sa signification à travers l'histoire? Ulrich Amégan apporte des éléments de réponse à cette question. Regardez. Une démonstration de chasse organisée à l'affût d'une agouti. Des pas de danse esquissés dans des accoutrements artistiques et traditionnels propres aux rites et symboles de la terre Zio. À cela s'ajoute une exhibition des objets décoratifs ancestraux mis en valeur dans un stade Dr Kaolo débordant d'énergie et résonnant au rythme de la fête traditionnelle à Izan. Le peuple éveillé de Zio ranime la flamme d'une histoire vieille de 52 ans déjà. 52e édition d'Aïzan, comme le rappel du parcours de combattants des devanciers. Aïzan même, son nom relève toujours de l'exode de nos parents quittant Ngoche. Beaucoup ont pris des divers horizons. Nos ancêtres ont pris la direction du sud. Arrivés à ce lieu, ils commencent par être dépourvus de leur vivre. Parce que pendant leur exode, il y a des femmes enceintes, il y a d'autres qui sont fatiguées. Vu la richesse de la terre, ils ont préféré semer leur peu d'haricots qui restent afin que ça puisse donner encore, leur procurer du vivre pour qu'ils puissent continuer. Ils ont semé au moment où les autres ont voulu que l'exode continue. Et d'autres disent, ah, mes frères, on a déjà semé. Vous voyez l'étape que l'haricot est arrivé, patienter pour que ça produise un peu. Dans la langue vernaculaire, produire, c'est ne'eche. Vier, c'est-à-dire un peu. D'où le nom Tchélié est resté jusqu'à aujourd'hui. Aïzan, c'est notre label. Et partout où nous passons, qu'est-ce que nous allons montrer aux autres si ce n'est pas ce qui nous caractérise? Ce qui nous caractérise, c'est Aïzan et nous en sommes fiers. Une histoire que la génération présente veut perpétuer à travers cette manifestation annuelle. Celle qui s'illustre comme un moment fort, symbole de l'unité et de la fraternité entre les différentes communautés. Ça nous rappelle nos sources, nos aïeux, les histoires qu'on nous contait. Et c'est une nostalgie en fait. C'est une richesse pour nous. C'est une grande joie d'être ensemble. Quand vous êtes ensemble, ça donne vraiment l'esprit de cohésion, l'esprit d'unité et de compréhension. Ça permet de vivre ensemble. Cette 52e édition balise la voie à un développement inclusif des 16 cantons de la préfecture du Zio en mettant en avant la valorisation du patrimoine culturel.
Une vision du président de la République, Faure Mnanya Singbe, que s'accordent à traduire dans les faits les plus hautes autorités du pays, accompagnées dans cette dynamique par les filles et fils d'ici et d'ailleurs. La fête du haricot à Izon n'est pas la seule célébration qui met en avant la culture et valorise la préfecture de Zio. Pierre Sousoukbo vous propose dans ce dossier que vous vous apprêtez à suivre une totale immersion dans la préfecture de Zio, mettant en avant son potentiel culturel et touristique. Regardez. À environ 35 km de Lomé, Tchévié, chef-lieu de la préfecture de Zio. Dès que vous arrivez aux portes de la ville, le monument dédié à l'indépendance du Togo vous accueille. Un symbole vibrant d'unité et de vivre ensemble. Zio, peuplé de plus de 500 000 âmes, est un territoire où l'histoire, la culture et la modernité sont en symbiose. Votre voyage à travers Zio commence naturellement à Tchévié, cœur palpitant de la région. Ici, une visite au palais du chef canton s'impose, où l'on découvre l'origine fascinante du nom Tchévié, une histoire empreinte de mysticisme et de fierté, jalousement préservée au fil des générations. En explorant davantage la préfecture, vous remarquerez que Zio est principalement une zone de plaine, avec un relief peu accidenté, idéal pour l'agriculture, qui constitue d'ailleurs l'une des principales activités économiques locales. Les terres fertiles de Zio, associées à un climat propice, favorisent une agriculture prospère, essentielle pour l'économie et le mode de vie des habitants. En déambulant à travers la ville, vous observerez les bureaux de la préfecture de Zio au style administratif classique. Bien que leur architecture soit simple, ces bâtiments jouent un rôle important en tant que lien entre les citoyens et le gouvernement. C'est ici que les préoccupations locales sont relayées aux instances supérieures de l'État togolais, assurant ainsi que la voix des habitants de Zio soit entendue et prise en compte. Zio, qui abrite de plus en plus d'unités de production industrielle, regorge également de lieux emblématiques qui témoignent de son identité unique. Parmi eux, le lieu sacré de la semence du haricot à Ipapé est particulièrement remarquable. Ce site mystique, où l'origine du nom Tchévié et la fête à Izon prouvent leur source, est profondément ancré dans les croyances locales. Chaque année, des rites y sont pratiqués en prélude à la fête à Izon, perpétuant ainsi les traditions. Les forêts sacrées, véritables sanctuaires naturels, offrent aux visiteurs un havre de paix et de spiritualité. Ces espaces protégés sont le théâtre de rituels et de cérémonies qui tissent un lien indéfectible entre les habitants et leur environnement. Le voyage à travers Zio ne serait pas complet sans une visite à Bolou, où l'art ancestral de la poterie continue de prospérer. Chaque pièce produite est le fruit d'un travail minutieux, reflet de traditions qui perdurent à travers les âges. La préfecture s'éveille peu à peu au développement avec l'émergence de nouvelles infrastructures socio-économiques. Le marché nouvellement construit est bien plus qu'un simple lieu d'échange. Il est un carrefour de culture, de saveurs et de rencontres vibrants de vie et de diversité. La maison des jeunes et de la femme, quant à elle, incarne le dynamisme et l'engagement de Zio pour l'émancipation et l'épanouissement de ses habitants. Ce lieu symbolise l'avenir de la préfecture où la jeunesse et les femmes sont au cœur du développement. Pour ceux qui recherchent détente et plaisir, Zio offre une variété d'options. Moreja, par exemple, est un espace convivial où familles et amis se retrouvent pour partager des moments de joie. L'éco-village Livingstone séduira les amoureux de la nature, offrant une retraite paisible au milieu de la beauté naturelle. À Bobo, le centre touristique Magbatrovakwe, avec sa vue imprenable sur le lac, est l'endroit idéal pour se ressourcer en pleine nature, loin du tumulte quotidien.
Le cadre se veut une station balnéaire idyllique où la récréation prend une nouvelle dimension et vous entoure de la beauté naturelle du lac. Une atmosphère apaisante qui crée un environnement parfait pour des rencontres mémorables. Cette partie du Togo ne manque pas non plus de lieux chargés d'histoire. La cave des esclaves à Dekpo à Bobo est un site historique poignant. Il rappelle les épreuves passées de la traite négrière et les souffrances humaines qui en découlèrent. C'est un lieu de mémoire essentiel pour comprendre l'histoire marquée de cette région et du monde. Zior est également reconnu pour ses richesses agricoles, en particulier à Kovie, où la culture du riz est un art transmis de génération en génération. Ce savoir-faire unique façonne non seulement le paysage, mais aussi l'économie locale, consolidant ainsi l'identité agricole de la région. La récente communalisation de la préfecture de Zior a apporté de nouveaux changements, marquant une avancée significative dans le processus de décentralisation. Les 4 communes de la préfecture, dont celle de Gapé, observent des évolutions prometteuses qui réjouissent les populations locales. Les ambitions des responsables locaux sont grandes. Ils souhaitent contribuer davantage à l'autonomisation des femmes, promouvoir l'accès à la terre et valoriser les traditions locales telles que les cabarets de distillation de Sourabi, une boisson locale. À chaque coin de Zior, la jeunesse s'impose comme le fer de lance de l'émancipation de la région. Lors des festivités autour d'Aïzan, la diversité culturelle est célébrée avec ferveur pour la paix et le développement de Zior. Finalement, Zior n'est-il pas un voyage à travers le temps, la culture et la nature? Eh bien, oui. Cette préfecture, riche en histoire et en tradition, est un véritable trésor méconnu du Togo, prêt à être découvert et apprécié par ceux qui osent s'y aventurer. Merci à Pierre Sosokpo pour cette belle découverte. À présent, pour vos sorties touristiques, vous savez quoi faire. Qui parle de Aïzan parle d'un bon plat d'haricots chauds dégusté souvent avec différentes variétés d'huile selon le goût de chacun. Cela nous conduit à aborder l'une de ces huiles. Il s'agit de l'huile rouge. Celle-ci joue un rôle crucial non seulement dans la préparation des plats, mais aussi dans la fabrication de savon. Vous allez vous demander comment. C'est justement ce que fait Yawa, jeune entrepreneur. Elle excelle dans la fabrication de cette huile. Edwige Atakwa-Bassabi et Eliak Banyandao. Dans les vitrines de cette boutique, de l'huile de palme uniquement produite au Togo. C'est la spécialité de Yawa depuis quelques années. Elle a décidé d'entreprendre dans ce secteur en s'inspirant de sa mère, qui demeure une référence dans la fabrication de cette huile. J'ai commencé il y a 2 ans. C'est un produit qu'on connaît, mais seulement on ne le connaît pas sous cette forme-là. Donc quand les gens ont vu, ils ont tous apprécié. La particularité, c'est que moi-même, je fais la production. Je sais où c'est produit. Et ce que je fais, je sers que l'huile fraîche. C'est-à-dire que je n'ai pas un stock où l'huile a fait des années ou bien l'huile a duré. L'huile rouge colle sur la langue. Pourquoi ça colle sur la langue? C'est la conservation. Normalement, l'huile rouge doit être conservée à l'abri de la lumière. Si vous prenez votre huile et vous la gardez dans un lieu où il n'y a pas le soleil, la lumière solaire, ça peut faire 1 an. L'huile de palme est consommée dans de nombreux pays africains, dont le Togo. Pour les sauces, Akos en fait toujours recours. J'ai essayé d'autres huiles rouges. La qualité est tellement différente, mais quand j'ai essayé pour elle, là, c'est trop bon. J'ai préparé la sauce d'Adémé, j'ai préparé la sauce du gombo, boma. J'ai même mangé avec l'igname, c'était trop bon, ça ne colle pas sur la langue, quoi. Comme Akos, plusieurs Togolais consomment l'huile de palme, surtout pour leurs nutriments. Cette huile protège le foie et améliore les fonctions immunitaires. Sa graisse sert aussi à la fabrication du savon, très bon pour la peau. Je fais l'huile rouge et puis je fais le produit dérivé qui est le savon noir, qui est fait à base d'huile rouge également. C'est un produit naturel, 100% naturel, il n'y a aucun produit chimique dedans. Donc c'est l'huile rouge et la potasse naturelle seulement qui est à la base de ça. L'ambition, c'est de mettre ça sur la table de tout le monde. Ici, chez nous, je pense que nous aussi, il faut qu'on ait l'ambition d'envoyer ce que nous avons
ailleurs. L'huile rouge est consommée au Togo, au Bénin, au Nigeria, en Côte d'Ivoire, un peu partout en Afrique. Et nos frères qui sont en Europe aussi en consomment. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup de commandes au Canada, aux États-Unis et puis en Europe. L'huile de palme de Yawa attire de plus en plus de consommateurs et ce commerce procure à la jeune entrepreneur son pain quotidien. Malgré ses multiples bienfaits sur la santé, l'huile doit toujours être consommée avec modération. Une autre célébration qui a également marqué la journée d'hier était la fête traditionnelle à Pédazan, un événement de retrouvailles pour les natifs de la préfecture du Bas-Mono qui était à sa 3e édition. La journée a été animée par des danses traditionnelles, des démonstrations mythiques et diverses activités. L'événement s'est déroulé en présence du ministre de la Culture et du Tourisme, représentant du chef de l'État, Norbert Agbedano. Connu depuis les temps immémoriaux sous le nom de Djaouzan, Akpedazan dans le Bas-Mono est une fête de retrouvailles des fils et filles de cette localité. Une fête des moissons qui revêt un caractère particulier et spécial. Danse traditionnelle, démonstration mystique devant les populations, une illustration de la conservation du riche patrimoine du terroir. Akpedazan, c'est aussi un moment opportun de communion entre les fils et filles du Bas-Mono pour se ressourcer aux valeurs ancestrales et réfléchir sur les projets de développement de leur préfecture. L'éducation est au cœur de cette édition, d'où le thème « Dans la paix et la cohésion, soutenons l'éducation des enfants ». Pour les filles et fils de la préfecture, je les exhorte à porter leur pierre à la construction de l'édifice que nous sommes en train de mettre sur terre. Monsieur le ministre, permettez-moi de vous prier de transmettre à son Excellence M. Faure Essozinam Gnassingbé, président de la République, le soutien de toute la population du Bas-Mono et le sentiment de reconnaissance qui anime cette population vis-à-vis de ses efforts pour le développement de notre beau pays, le Togo. Le ministre de la Culture et du Tourisme, représentant le chef de l'État, Faure Essozinam Gnassingbé, a salué le dynamisme et le réalisme qui sous-tendent cette cérémonie. Il a également réitéré l'engagement du chef de l'État à répondre aux préoccupations des populations en faisant de la culture un facteur d'affirmation de leur identité. Je vous invite à soutenir le gouvernement dans la mise en œuvre de sa politique culturelle en perpétuant cette fête tant dans l'espace que dans le temps, en participant massivement à la vie culturelle de votre communauté, en faisant de cette manifestation un produit touristique de choix, structuré, en chaîne de valeur, génératrice d'emplois et de bien-être social et économique. Pour immortaliser cet événement, un bâtiment de 2 classes équipé de tables-bancs a été remis au CEG d'Agomenglouzou. Les 10 meilleures filles de la préfecture du Bas-Mono qui ont brillamment décroché leur bac ont été primées. Elles ont bénéficié chacune d'une bourse d'études de 300 000 francs CFA pour poursuivre leurs études supérieures. Pour finir en beauté cette célébration, des mets locaux ont été dégustés à cette occasion pour exhiber les talents culinaires de la préfecture du Bas-Mono. Voilà donc ce que vous pouvez retenir des fêtes traditionnelles célébrées dans les différentes préfectures cette semaine. Autre sujet d'actualité, le colloque des collectivités territoriales sur la résilience du système éducatif et d'apprentissage au Togo a connu son apothéose hier samedi. Ce colloque s'inscrit dans le cadre de la 13e édition de la Journée africaine de la décentralisation et du développement local. La cérémonie a vu la participation des autorités togolaises et étrangères ainsi que les directeurs généraux et centraux de l'administration publique. Edwige Tekwabasabi voit Elia Gbanyandao. La décentralisation au cœur des échanges entre experts venus de plusieurs pays africains. Réflexion menée dans le cadre du colloque sur la contribution des collectivités territoriales à la résilience du système éducatif et d'apprentissage au Togo. Les travaux ont permis aux participants de renforcer leurs capacités en matière de développement communautaire, spécialement pour mieux renforcer le système éducatif
et d'apprentissage national. Ces 2 jours ont été animés par plusieurs panélistes. Le partage des bonnes pratiques au niveau de certaines communes du Togo. Et nous avons appris des autres communes, des expériences d'autres pays. Et donc, cela nous a permis de pouvoir corriger certaines choses. La République fédérale d'Allemagne s'honore d'être associée à cette rencontre qui a pour finalité le développement des collectivités locales et le bien-être des populations. L'ambassadeur d'Allemagne au Togo a saisi l'opportunité pour saluer l'excellence des relations de coopération et d'amitié entre son pays et le Togo. Le thème, comme le montre bien le thème de l'année, les ambitions en termes d'éducation et de formation ne pourront trouver leur ancrage que dans le renforcement des politiques publiques au niveau local. À cet effet, nous saluons les efforts du gouvernement togolais qui a décidé depuis 2021 de la gratuité de l'enseignement primaire et secondaire pour toutes les filles et les garçons du Togo. Nous nous réjouissons également que le gouvernement ait pris des décrets pour transférer des compétences aux collectivités territoriales afin que ces dernières puissent jouer un rôle de premier plan dans l'éducation et la formation des citoyens. Au Togo, nous soutenons plusieurs processus de réforme, dont celui de la décentralisation. Toutefois, nous restons disposés à accompagner l'ensemble du gouvernement togolais dans le cadre de nos engagements communs visant à parachever les progrès réalisés dans le cadre du partenariat germano-togolais. Au Togo, l'opérationnalisation de la décentralisation est effective en 2019, suite aux élections municipales. Depuis, le pays n'a donc cessé de multiplier les efforts pour donner aux communes leur plein pouvoir à contribuer efficacement au développement national. Je voudrais saisir donc cette opportunité pour rendre du haut de cette tribune un hommage mérité et appuyé à son Excellence Monsieur le Président de la République, Faure Essosum Nyasimbe, pour sa docte vision, son leadership éclairé et sa politique qui favorise justement le déroulé, la mise en application de sa vision en matière de décentralisation à la base, ceci dans l'unique but de permettre un développement accéléré de notre pays et surtout de fournir les services essentiels pouvant améliorer les conditions de vie et de travail des citoyennes et des citoyens togolais. À cette rencontre, tous les acteurs de la décentralisation sont invités à une synergie d'action en vue de relever les différents défis qui s'imposent aux communes. Des défis liés à l'accès à l'eau potable, à l'électricité, à la santé, à l'éducation, entre autres. Et dans le cadre de l'apothéose du colloque sur la contribution des collectivités territoriales à la résilience du système éducatif et d'apprentissage au Togo, plusieurs communes partenaires du PRODEG ont été récompensées pour leur engagement envers le développement de leur commune. Le point avec Edwige Atakpabasabi et Elia Gbanyandao. 3 communes partenaires du PRODEG ont été primées à cette soirée. Il s'agit des communes Tone 1, Vaud 2 et Zio 1. Cette distinction leur est remise en guise de reconnaissance de leur innovation en faveur des populations. Certains d'entre elles sont primées pour la qualité de l'offre et leurs services administratifs, d'autres pour leur engagement en faveur de la promotion culturelle. Le troc, c'est une pratique très ancienne qui est toujours conservée dans la commune Vaud 2 et un travail qui est tel que les populations de nos communes peuvent, à travers le troc, lutter contre la faim. C'est une pratique qui vient alléger la souffrance de nos populations. Ce qui a mérité ce prix d'excellence à la commune de Zio 1, c'est le travail que nous avons fait en matière de l'amélioration de la délivrance des actes d'état civil à la population. Cette soirée marque la fin des activités inscrites au programme de la 13e édition de la Journée africaine de la décentralisation et du développement local au Togo.
Pour le comité d'organisation, les objectifs fixés sont atteints. Les participants sont arrivés à des conclusions constructives qui nécessitent donc la mise en œuvre des différents points retenus en termes de recommandations pour que, à la 14e édition, on pourra voir où nous sommes arrivés. L'ambition du gouvernement est de faire des collectivités territoriales un véritable levier de développement économique. Une vision appuyée par la GIZ à travers le PRODEG 4. Cette soirée invite toutes les 117 communes du pays à plus d'engagement au service des populations. Éducation à présent, bientôt un nouveau bâtiment scolaire pour l'EPP de Worgou à Dapan. La première pierre pour la construction de cette nouvelle infrastructure scolaire a été posée vendredi dernier dans la localité en présence du donateur des élèves, du corps professionnel ainsi que des autorités administratives, locales et traditionnelles. Yataratem. Ces coups de pioche marquent le démarrage des travaux de construction d'un bâtiment scolaire intégré comprenant 3 salles de classe équipées de tables-bancs, des bureaux et une bibliothèque au profit de l'école primaire publique Worgou, commune Tourne 1. Le projet est porté par l'Association des fonctionnaires internationaux togolais, AFIT. Elle s'engage ainsi à contribuer à l'amélioration de l'accès à l'éducation de qualité, à la promotion de la lecture et de l'apprentissage continu des jeunes enfants au Togo. Nous avons choisi le secteur éducatif pour être plus proche de nos objectifs. Parce que pour pouvoir être des fonctionnaires internationaux, il faut déjà être éduqué, être formé et avoir les compétences nécessaires pour pouvoir intégrer les organisations internationales. Également, à travers la bibliothèque, ils apprendront mieux à connaître les organisations et institutions internationales. La construction de ce bâtiment scolaire qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l'axe 4 du plan stratégique 2022-2026 de la FIT vient ainsi augmenter la capacité d'accueil de l'établissement. Nous sommes très fiers de l'engagement des fonctionnaires internationaux qui nous ont donné une bibliothèque et un bâtiment. Nous les remercions. Un sincère merci pour le bâtiment et nous nous engageons également à aider l'entrepreneur à réaliser le joyau dans les délais requis. À ceux-là qui nous ont offert ce joyau, que Dieu les soutienne dans leurs travaux. L'Association des fonctionnaires internationaux togolais AFIT, créée le 22 août 2020, a pour but d'œuvrer pour la promotion et le bien-être des Togolais dans les organisations et institutions internationales. En investissant dans les infrastructures éducatives, l'AFIT contribue non seulement à l'épanouissement individuel des enfants et des membres de la communauté, mais aussi au développement socio-économique global de la région des Savanes. On va à présent parler santé. Une campagne médicale gratuite est menée dans la COSA. Elle s'intéresse surtout aux personnes âgées et est à l'œuvre de l'association Nos Années de Vie. La campagne prend en charge plusieurs pathologies. Nestor Mouzou. L'unité de soins périphériques de Sundinaho, dans la COSA, prête son cadre à une campagne de soins médicaux gratuits destinée principalement aux personnes âgées et malades. Une opération de l'association Nos Années de Vie, ANAVI, qui entend soulager ces personnes vulnérables en les consultant et en prenant en charge leur traitement. L'ONG ANAVI travaille en général pour le bien-être des personnes âgées et sur la dimension droit des personnes âgées qui recouvre tous les aspects de la vie d'une personne. Et spécifiquement sur le domaine de la santé, par les années passées, nous étions à Dapaon, à Kara, c'est notre énième fois que nous sommes ici, à Sokodé, nous avons déjà travaillé, et à Lomé. Prévenir vaut mieux que guérir. Donc c'est pour cela que nous privilégions les dépistages. Maintenant, après les dépistages, quel que soit le mal dont vous souffrez, nous sommes prêts à le prendre en charge. C'est notre petite contribution pour accompagner le gouvernement dans ce sens, qui cherche toujours le bien-être de sa population. Nous remercions le ministère de la Santé et certains partenaires, LCT, le conteneur terminal, la Poste et aussi les cadres du milieu. Nombreux sont ceux et celles qui souffrent et qui sont venus dans l'espoir de recouvrer leur bonne santé. J'ai dû faire un grand effort pour venir, ça ne va pas. J'ai appris
qu'il y a une campagne de soins gratuits. Je suis arrivé pour ça. Je remercie tous les initiateurs. J'ai été consulté et j'ai reçu des produits. Je souhaite que cette action humanitaire soit régulière. J'ai mal partout, j'ai le vertige et je ne sais à quel sein me vouer. Je souffre de ces maux depuis 2 ans. Je suis venu, ils m'ont reçu et m'ont donné un ticket, preuve qu'ils vont me consulter et me soigner. En dehors de Soumdina Ho, la même opération est prévue à l'unité de soins périphériques de Soumdina Ba et à la polyclinique de Kara. L'association Nos années de vie a été créée en 2013. Cette association a pris aujourd'hui une envergure internationale. Elle est installée en Côte d'Ivoire et est sur le point d'ouvrir une représentation au Tchad. À présent, s'intéresser à l'actualité hors de nos frontières, de graves inondations ont encore aggravé la situation déjà dramatique des familles déplacées par la guerre civile au Soudan, les obligeant à se relocaliser une fois encore et à affronter de nouvelles épreuves. Une situation particulièrement difficile pour ces familles. Regardez. Les pluies torrentielles au Soudan ont ajouté un fardeau supplémentaire aux familles déjà déplacées par la guerre. Dans la province orientale de Kassala, les inondations ont forcé des centaines de personnes à se relocaliser à nouveau. Marwa Mohamed a dû fuir avec ses enfants. Elle raconte avoir tout perdu. Nous étions endormis lorsque l'école a été inondée. Nous nous sommes réveillés et avons constaté qu'elle était submergée. Tout était submergé, les véhicules aussi. Nous avons tout perdu, tous nos biens. Face à cette double crise, le Haut-Commissariat aux réfugiés a intensifié ses efforts pour apporter une aide d'urgence aux communautés touchées. Nous sommes actuellement en train de distribuer des articles non alimentaires qui aideront les communautés déplacées de force qui ont été affectées par les inondations à faire face à la situation actuelle. Comme vous pouvez le constater, il s'agit d'une crise, dans une crise. Pour beaucoup, l'espoir de rentrer chez eux reste la seule lueur au bout du tunnel. Ashraf Ibrahim, également déplacé, exprime ce souhait profondément ancré. Tout ce que nous souhaitons, c'est de rentrer chez nous, alors nous espérons que la guerre prendra fin. Alors que la situation des déplacés ne cesse de se détériorer, les prévisions annoncent davantage de tempêtes. Et au Sénégal, le secteur de la presse traverse une crise. Des journaux comme Sunulamb et Stade disparaissent progressivement dans les kiosques. Selon le syndicat de la presse, d'autres publications pourraient être également affectées. Suivez plutôt. Il y a encore une semaine, cette salle de rédaction comptait une vingtaine de journalistes. La moitié a depuis été licenciée et l'autre est aujourd'hui au chômage technique. C'est là où nous tenions nos réunions de rédaction. Il y avait les journalistes, le photographe. Lancé en 2003, Stade était le principal journal sportif du Sénégal avec près de 25 000 tirages quotidiens. Il a désormais disparu des kiosques, tout comme Sunulamb, un journal dédié à la lutte et qui appartient au même groupe. Leur propriétaire, Mamadou Ibra Kane, explique que les deux titres étaient en grande difficulté depuis la crise du Covid-19. Nous avions des pertes de chiffre d'affaires de l'ordre de 70%. Nous avions pu obtenir de l'ancien régime qu'il y ait un effacement de la dette fiscale, mais avec les nouvelles autorités, l'accord que nous avions eu avec le précédent président, ils ont dit que cela ne les engageait pas. Selon Mamadou Ibra Kane, qui est aussi à la tête du patronat de la presse, d'autres journaux pourraient disparaître. La dette fiscale des médias dans le pays s'élève à plus de 40 milliards de francs CFA, soit environ 60 millions d'euros. Une inquiétude partagée par la coordination des associations de presse du Sénégal, qui dénonce en plus de la pression fiscale, la suspension des contrats publicitaires avec l'État ou encore la confiscation du fonds d'appui au développement de la presse. La presse doit payer comme tous les autres contribuables, mais il faut trouver des mécanismes souples parce que ces entreprises ne sont pas comme les autres entreprises, c'est des entreprises qui font de l'information. Le régime ne gagnerait absolument rien en se mettant à dos la presse si cette presse-là est une presse qui joue son rôle.
Le gouvernement, de son côté, se dit prêt à soutenir la presse, mais insiste sur le besoin d'assainir le secteur à travers une plateforme de déclaration et d'enregistrement des médias. Vous avez presque 300 radios, 35 chaînes de télévision, presque 300 sites d'information. Une fois que l'État aura toutes les informations concernant les médias, c'est en ce moment que l'appui de l'État pourra être ciblé sur la base de critères. En attendant, les journaux se mobilisent pour alerter sur leurs difficultés. Des journées sans presse seront annoncées prochainement. Revenons au Togo où la foire internationale de Blita a ouvert ses portes pour la deuxième année consécutive. Elle se déroulera sur une période de 15 jours et offre une occasion aux exposants, aux participants et aux acteurs concernés de faire des affaires et d'échanger sur les enjeux de la consommation locale. Désiré Aloy. Officiellement, les portes de la deuxième édition de la foire internationale de Blita s'ouvrent, un carrefour où l'on trouve principalement les produits made in Togo. Nous avons exposé les produits dérivés de manioc, nous avons le gari, nous avons le tapioca, nous avons agbelima, nous avons également l'amidon et nous avons également l'haricot qu'on peut accompagner avec ces produits dérivés de manioc. Donc ces produits sont conservables. Nous valorisons les produits du terroir et c'est la consommation locale. Ici, nous exposons les farines panifiables pour les enfants et les adultes. Nous avons aussi les épices d'assaisonnement. C'est un carrefour de champs, d'autant plus que nous tous, nous ne sommes pas dans les mêmes domaines d'activité, d'où il faut se rencontrer pour découvrir d'autres produits. Nous venons de séquencer. Nous avons apporté nos pagnes tissées. Nous sommes arrivés pour promouvoir le consommé local. Nous invitons les gens à venir voir ce que nous fabriquons nous-mêmes au Togo. Les mets locaux sont aussi exposés, différents produits qui reflètent le savoir-faire des Togolais. Je viens de déguster du liha. Ce liha, on peut aussi l'exporter pour le faire goûter à d'autres. Ce que j'ai vu ici, il y a les produits animaliers et les produits végétaux. Il y a aussi les produits vestimentaires, un multiple de produits et qui aujourd'hui peut attirer les investisseurs vers Blita. Sur le site, l'on retrouve d'autres produits des différents services et sociétés comme Pomag, sponsor officiel de la foire. Nous sommes ici pour démontrer que la consommation va bien au-delà et tout ce qui est produit issu de la terre de nos aïeux constitue un produit à conseiller. La foire internationale de Blita entend mettre ensemble les producteurs pour créer une synergie d'action autour des richesses locales, des biens à valoriser davantage à travers le consommé local. Cette foire apporte un grand plus à notre région et en particulier la préfecture de Blita. Un porteur de projets que nous avons dans la préfecture ont été découverts. C'est un apport de richesse. Nous pouvons dire que notre foire contribue à un développement et puis ça permet aussi de promouvoir la transformation de nos produits locaux et leur production également. La deuxième édition de la foire internationale de Blita est placée sous le thème valorisation des produits du terroir en vue de la promotion de la consommation locale. Thème pour célébrer les richesses du Togo, contribuer à la préservation du patrimoine agricole local et affiner les stratégies commerciales. L'initiative vient renforcer les efforts du gouvernement togolais dans sa politique de valorisation de la consommation locale. Science et découverte à présent, vous le savez, plusieurs jeunes entrepreneurs togolais brillent aujourd'hui par leur création et leurs innovations. C'est le cas de Christine qui s'est spécialisée dans la transformation du pagne et objets recyclés en plusieurs articles. Les chefs-d'œuvre de la jeune entrepreneur séduisent aujourd'hui plus d'un et lui procurent son gagne-pain quotidien. Edwige Atakpa-Bassabi. Le quotidien de Christine se résume à cette machine grâce à laquelle elle subvient à ses besoins essentiels. Toujours le cœur à l'ouvrage, la jeune entrepreneur confectionne et réalise divers articles, des sacs, des chaussures et bien d'autres qui portent sa touche personnelle. De très petite, je suis intéressée par le pagne. Je prends les petits bouts de pagne pour fabriquer les petits accessoires que moi-même je porte. Et le constat que j'ai fait en grandissant est que
La plupart de nos accessoires que nous utilisons, que ce soit les sacs, que ce soit les chaussures, que ce soit certains vêtements, ça nous vient d'autres pays. J'ai pensé à créer quelque chose. J'ai commencé par les petites pochettes, les petites sacoches. Et au fur et à mesure que ça avance, je me perfectionne. Et aujourd'hui, je produis des sacs authentiques. Cette activité, Christine l'a démarrée il y a 3 ans. Et si aujourd'hui, elle ne se plaint pas, c'est bien grâce à ses clients qui lui ont fait confiance. Ils sont de plus en plus nombreux à apprécier ses chefs-d'œuvre. Beaucoup ont compris qu'en achetant les créations Made in Togo, c'est contribuer à l'essor de l'économie nationale. Que ce soit la finition, que ce soit la beauté même du sac, que ce soit la conception, tout l'amour qu'elle met dans le sac, ça fait qu'on a toujours envie de continuer par l'encourager. Et j'invite tout le monde, tous ceux qui nous suivent à faire de même, encourager notre sœur, encourager le consommer local, parce que ce n'est que comme ça que notre économie se développera. D'ici 5 ans, je vois Adu Collection est une entreprise déjà bien assise, avec des équipements solides pour la production des sacs qui ont une finition impeccable. Actuellement, je travaille avec 2 personnes qui m'aident de façon temporaire. Ils ne sont pas là de façon permanente, mais l'objectif, c'est de pouvoir embaucher des gens qui vont travailler permanemment. Nous travaillons principalement avec du pagne. Il y a du pagne batik qui est produit ici au Togo. Nous travaillons également avec du pagne tissé. Nous travaillons avec du coco zunda. Nous travaillons également avec du donfani. La particularité est aussi que nous utilisons des matières premières recyclées. Par exemple, pour nos sacs cabas, la matière que nous utilisons, ce sont des matières qui ont été recyclées. Ce sont des sachets plastiques noirs qui ont été recyclés que nous utilisons pour la production de nos sacs. Comme Christine, plusieurs jeunes entrepreneurs togolais brillent aujourd'hui par leur création et leur innovation. Des produits et services dont la qualité est avérée sur les marchés. Quitte à la population de les valoriser en consommant les produits locaux. Les musulmans du Grand Lomé ont organisé hier samedi une séance de prière pour le Togo. Cette prière a été faite par l'ensemble des chefs coutumiers, thème du Grand Lomé en présence des autorités. Ils ont adressé des requêtes à Allah, le miséricordieux, en faveur du pays, ses dirigeants et tout le peuple togolais. Elia Gbanyandao. Pour que règne la paix, le vivre ensemble et la solidarité entre les fidèles et au-delà entre les citoyens, ces fidèles musulmans de la communauté Témo du Grand Lomé réunis autour de leur chef suprême implorent ici la miséricorde d'Allah sur la nation. À travers cette lecture des 114 sourates du Saint-Coran, c'est un grand appel qui est lancé à toute la population pour la culture des valeurs d'union et de fraternité. Notre objectif, c'est prôner la paix. Que la paix règne sur le peuple togolais. Nous avons d'autres communautés. Nous aimerions que Dieu fasse qu'il y ait harmonie entre toutes les communautés. Malheureusement, c'est la population de... C'est nous, les chefs qui représentons les us et coutumes. Ce qui nous préoccupe, c'est la paix de notre festival, pays. Non? La deuxième, c'est que la population qui nous a élus, nous prions pour que nous fassions un front commun. Il y a de l'entente. Il prône d'abord l'amour. L'honorable député Essau Avana Adoui, lui aussi, a associé ses prières afin que le gouvernement togolais conduise le pays sur le chemin de la paix et du dialogue. La paix est indispensable pour le développement. Nous avons aussi saisi l'occasion pour prier pour le chef de l'État lui-même, l'artisan de paix, celui-là qui chaque jour dans ses programmes c'est de rechercher le bien-être de sa population. Nous avons demandé à la Tout-Puissant de le guider, de l'éclairer. C'est la deuxième fois que la communauté Thème du Grand Lomé et ses environs organise cette rencontre pour que le Togo connaisse un climat social plus apaisé. La communauté chrétienne du Togo a organisé elle aussi, toujours hier, une rencontre de prière à l'endroit du Togo. Ils ont tous adressé leurs prières à Dieu pour le maintien et la stabilité de la paix au Togo. Les requêtes également sont faites à l'endroit du président de la République, Faure Essozimna Nyasingbe. Elia Gbanyandao. Rencontre de prière de la communauté chrétienne du Togo. Elle a à cœur la paix et la sécurité pour le peuple togolais. Occasion également de confier le chef de l'État au Tout-Puissant. La prière a lieu au moment où cette communauté tient sa convention annuelle dénommée Maison de l'Excellence.
Au cours de cette intercession, nous allons normalement prier pour le Togo, mais nous prions également pour le premier responsable de ce pays, la première autorité, qui n'est autre que son Excellence, M. Ferdinand Gnassingbé, pour la protection de tout le Togo, de toutes les familles togolaises, pour que la prospérité divine arrive sur ce pays pour son développement. À cette rencontre pieuse est aussi associée la chefferie traditionnelle. Moment de prière, mais aussi de sensibilisation des parents à prioriser l'éducation de leurs enfants en leur inculquant des valeurs morales et civiques. Nous avons prié pour la sécurité du pays, surtout contre l'extrémisme et le terrorisme. Pour les forces de l'ordre, pour le noble sacrifice qu'ils ne cessent de consentir pour la sécurité de la population togolaise. Nous rendons grâce à Dieu et surtout au chef de l'État. Que tu sois togolais ou pas, la vigilance est de mise. Nous devons signaler tout suspect, toute action négative. We have encouraged the heads. Le message important que nous avons donné au peuple, surtout à la jeunesse, c'est de trouver un travail à faire. Car quand ils auront un revenu, personne ne peut les entraîner vers des mauvaises habitudes. S'ils arrivent à constater que leur comportement devient déviant, qu'ils puissent les conseiller. Les fidèles ont été sensibilisés sur l'esprit de développement et l'amour du travail bien fait. Aux hommes politiques et religieux de s'impliquer davantage dans la consolidation des valeurs de cohésion sociale et du vivre ensemble. La cérémonie de clôture de la 8e édition du Festival international du film du Togo FIFTO s'est tenue hier à Lomé. Organisée par le Centre national du cinéma et de l'image animée, cette semaine a été consacrée à la promotion de la production cinématographique togolaise et ivoirienne. La clôture a été marquée par un bilan de l'édition 2024 et par la remise de prix lauréats. Sylvain Chalou et Norbert Agbedanou. C'est Roland. Roland, yeah, it's me. Fin de la 8e édition du Festival international du film du Togo, FIFTO. Durant une semaine, producteurs, réalisateurs, cinéastes togolais et ivoiriens ont partagé leurs expériences et rehaussé leur niveau pour plus de créativité. Les films togolais et ivoiriens font partie des meilleures productions cinématographiques primées sur les 50 productions de cette année. Les lauréats expriment ainsi leurs sentiments en remerciant les organisateurs et promettent travailler davantage pour la prochaine édition. On est fiers de notre pays, fiers de notre cinéma, fiers du CNCIA, du ministère de la Culture et du Tourisme. Et on sait que ce festival va continuer à grandir, va devenir un grand rendez-vous du cinéma ouest-africain et va permettre au cinéma togolais de faire flotter son drapeau au panthéon du cinéma africain. Cette récompense vient confirmer que nous faisons du bon travail et qu'il faut continuer dans ce sens. FIFTO 2024, une réussite pour le Centre national du cinéma et de l'image animée et ses partenaires. L'événement a tenu ses promesses selon les organisateurs. Nous avons un bilan globalement satisfaisant. Et tout cela a été possible grâce à la passion des membres de l'équipe d'organisation, de certains partenaires qui nous ont aidés, grâce surtout à la volonté du gouvernement qui a accepté de mettre les moyens à notre disposition pour la réalisation de tout ceci. Cette compétition d'œuvres cinématographiques vient consolider davantage la relation d'amitié et de coopération entre le Togo et la Côte d'Ivoire. Le ministre de la Culture et du Tourisme a salué l'initiative et encourage la population togolaise pour la consommation du cinéma togolais. Au regard du résultat que nous venons d'avoir, nous pouvons dire avec beaucoup de fierté que cette édition a été un succès total. Nous avons à cœur de partager nos expériences entre nous. Nous ne pas savoir que les bonnes relations entre la Côte d'Ivoire et le Togo en sont pour quelque chose. Quoi de plus normal que cette année nous accueillons la Côte d'Ivoire comme pays invité d'honneur. À cette cérémonie de clôture de la 8e édition du Festival international du film du Togo, le Centre national du cinéma et images animées fait appel aux réalisateurs et producteurs cinématographiques pour plus de participation à l'édition prochaine. Que ton court-métrage, faut parler
Et ce communiqué pour refermer ce journal. La compagnie Énergie électrique du Togo, CET, informe son aimable clientèle que la publication du plan de rationnement de la fourniture d'énergie électrique mise en place depuis le 18 mai 2024 pour informer sur la gestion du déficit énergétique est suspendue à compter du vendredi 9 août dernier suite à l'amélioration de l'approvisionnement de ses fournisseurs extérieurs. La direction générale de la CET remercie sa clientèle pour sa patience, sa coopération et l'invite à continuer à consulter régulièrement son site au www.cet.tg pour toute information utile. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous qui avez pris plaisir à nous suivre. Bon après-midi à toutes et à tous.